Bonjour à tous, je m'appelle Didier Ayot, je suis professeur en génie mécanique à l'École de technologie supérieure et avec ma collègue Danielle Monfay du département de génie de la construction, nous développons des archétypes énergétiques d'espaces d'agriculture en environnement contrôlé. Il y a quelque temps, le gouvernement du Québec a annoncé sa volonté de doubler le volume de culture en serre d'ici 5 ans. Pour cela, il s'est doté d'un budget qui permet de subventionner les grosses installations, mais aussi les petits producteurs qui vont allonger leur période de production. En effet, actuellement, une serre non chauffée va produire sur une période qui s'étale de 6 à 9 mois. Si l'on souhaite allonger cette période de production, on a différentes possibilités. Première possibilité, mieux concevoir nos serres. En effet, nous savons qu'il est possible de concevoir des serres passives qui vont consommer moins d'énergie. Par exemple, ces serres vont associer un mur nord isolé, mais le problème, c'est que ce type de serre ne peut s'effectuer qu'au moment de la construction. Pour des installations sur lesquelles on va souhaiter faire du rétrofit, donc des améliorations, eh bien dans ce cas, on va privilégier l'ajout d'un système de chauffage ou encore l'ajout de lampes. On peut aussi associer lampes et chauffage. Cependant, on peut se demander quelles seront les conséquences de ces changements au niveau des technologies dans les serres sur les consommations énergétiques au Québec, sur l'évolution de la puissance électrique soutirée sur le réseau, ou encore, on peut se demander quels seront les types d'énergie qui vont permettre de faire évoluer la sériculture. Pour répondre à ces questions, nous avons besoin de développer des modèles d'espaces d'agriculture en environnement contrôlé. Ces modèles vont être très utiles lorsqu'on va souhaiter modéliser une serre en particulier, mais lorsque l'on veut modéliser un ensemble de serres, il va falloir se tourner vers des archétypes. On pourra se poser la question de qu'est-ce qu'un archétype? Comment obtenir des archétypes pour les serres? Et enfin, à quoi servent ces fameux archétypes? Qu'est-ce qu'un modèle d'espace d'agriculture en environnement contrôlé? Un modèle, ça veut dire mettre en équation des phénomènes physiques. Dans mon cas, cela va être des phénomènes thermiques ou des phénomènes de bilan matière. Si je regarde une serre, eh bien, lorsque je vais vouloir modéliser cette serre, la façon la plus simple de la modéliser, c'est de prendre en compte 3 éléments: l'air, la canopée et le sol. Et même en considérant uniquement ces 3 éléments relativement simples, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a énormément de flux à prendre en compte. Tout d'abord, le flux radiatif, qui nous provient bien sûr du rayonnement solaire. Ensuite, des flux conductifs ou convectifs. Et des flux de matière entre la canopée et l'air. Cependant, eh bien, je vais être obligé de rajouter d'autres flux. Et chacun des flux peut avoir une forme complexe. En effet, j'ai représenté sur cette équation le transfert par évapotranspiration entre la plante et l'air. Donc on voit que juste en prenant en compte le sol, la canopée et l'air, eh bien, il y a un ensemble de flux relativement complexe qui engendre un système d'équations qui est aussi complexe et qu'il va falloir résoudre numériquement. Si maintenant je veux calculer l'impact de différentes technologies sur les consommations énergétiques de ma serre, eh bien, je vais rajouter un élément et cet élément va engendrer d'avoir des flux qui sont d'ajouter des flux. Donc la mise en équation de mes phénomènes physiques, donc ce modèle, je vais lui associer différents paramètres et différentes données. Un paramètre, c'est quelque chose de fixe qui caractérise ma serre. Donc par exemple, la géométrie de la serre, la surface de la serre, le type d'enveloppe, le type de chauffage, le type de lampe ou encore le type de culture. Ce sont des paramètres de mon espace d'agriculture en environnement contrôlé.
Mon modèle, je vais devoir lui associer aussi des données temporelles. Donc par exemple, quel est le flux solaire en entrée de mon modèle? Quelle est la température, quelle est l'humidité ou encore la vitesse du vent? Ensuite, je vais réaliser ma simulation. Donc avec des outils tels que TRN6, Energy+, Python ou encore Modelica, eh bien je vais, en donnant comme entrée le paramètre et les données, pouvoir obtenir les résultats de mon modèle. C'est-à-dire l'évolution, par exemple, de la température de l'air dans ma serre en fonction du temps. Ou encore l'évolution de la consommation énergétique dans ma serre en fonction du temps. Voici un exemple de résultat que nous avons obtenu lors de la modélisation d'une serre située au CETAB à Victoriaville, serre relativement traditionnelle que nous avons modélisée avec l'outil TRN6. Notre modèle nous a permis de calculer les besoins énergétiques dans différentes conditions opératoires, à savoir une serre chauffée à 6 degrés, une serre chauffée à 12 degrés, une serre chauffée à 18 degrés, équipée ou non de lampes soit LED, soit des lampes au sodium. Nos modèles nous permettent de prédire les conséquences de choix technologiques ou de stratégies de contrôle sur une serre bien particulière. Mais si maintenant je souhaite faire ça à l'échelle d'un territoire, il va falloir que je développe des archétypes. Un archétype va être un modèle qui va représenter toute une classe de ma population. Donc à titre d'exemple, sur ce schéma, l'ensemble de la population des espaces d'agriculture en environnement contrôlé du Québec a été représentée par 3 classes. Chacune des classes étant un archétype de serre. La classe 1 est la serre de petite taille, la classe 2, la serre de grande taille, et la classe 3, la serre située en toiture. Une fois que j'ai défini les classes de serres qui permettent de représenter l'ensemble des serres, l'ensemble de ma population, eh bien je vais pouvoir faire tourner ma modélisation, non plus avec les paramètres d'entrée d'une serre spécifique, mais avec les paramètres d'entrée de l'archétype. Mais pour cela, j'ai besoin de données sur l'état de l'ensemble de la population, donc l'ensemble des espaces d'agriculture en environnement contrôlé du Québec, et d'un outil qui va permettre de savoir s'il me faut 3 classes, comme l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure, ou 10 classes pour représenter l'ensemble de ma population. En faisant tourner mon modèle avec les paramètres d'entrée de l'archétype, j'obtiens des résultats, non plus pour une serre spécifique, mais pour l'archétype de serre. Et puis ça me permet d'obtenir des résultats au niveau de mon territoire, puisque le modèle de l'ensemble des serres correspond à la somme pondérée des résultats de chacun des archétypes. Obtenir ces résultats me permet ensuite de savoir quelles seraient les conséquences de différentes technologies de production d'énergie sur les consommations énergétiques des serres au Québec, ou encore de connaître les conséquences de mesures d'efficacité énergétique sur ces mêmes consommations. En conclusion, si l'on souhaite obtenir des résultats au niveau des consommations énergétiques ou au niveau des performances de différentes technologies associées à la sériculture, eh bien, on a besoin de développer des archétypes. Il y a actuellement des enjeux. Tout d'abord, au niveau de la modélisation, nous devons concevoir des modèles fiables et pour cela, il faut comparer les résultats de nos modèles avec des résultats expérimentaux. C'est pour cela qu'avec un groupe étudiant, nous avons instrumenté une serre ici à Victoriaville. Deuxièmement, nous avons des enjeux au niveau du développement de nos archétypes. En effet, nous avons besoin d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble des différentes serres et différents espaces d'agriculture en environnement contrôlé au Québec. Et pour cela, il va falloir recueillir énormément d'informations. Je remercie l'ensemble de nos partenaires et notamment ceux qui participent à ce travail de développement d'archétypes. Et je vous remercie pour votre attention.
Bonjour, mesdames et messieurs. Pour ce colloque sur l'agriculture durable, des défis et des solutions innovantes pour une voie d'avenir, nous avons choisi de traiter de la thématique de développer les compétences en agriculture et alimentation durable dans les territoires ruraux en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis d'un constat principal qui est le suivant. Savoir que depuis 2012, les programmes d'investissement agricole initiés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest, n'ont pas conduit, n'est-ce pas, à ce qu'on peut appeler l'agriculture et l'alimentation durable. Et qu'est-ce que l'agriculture et l'alimentation durable? Selon le programme alimentaire mondial, un des principes fondamentaux, c'est que les moyens d'existence des communautés rurales soient préservés et qu'on ait de l'équité et un bien-être social. Or, les derniers programmes, ceux de 2019, même celui de 2023, qui veut mener jusqu'à 2030, nous font voir quoi? Nous font voir le fait que nous font faire l'observation suivante, que les financements sont étrangers, par exemple européens, et donc les paysans et les ressortissants de la ruralité en Côte d'Ivoire ne sont pas les porteurs principaux de ces projets. Donc il y a un problème, n'est-ce pas, de prise en charge par les ruraux eux-mêmes de ce que sera, n'est-ce pas, l'agriculture et l'alimentation durable. D'ailleurs, la question de la sécurité alimentaire est devenue de nos jours davantage une question sociale et politique que une question des déterminants de la production. D'ailleurs, cette vision-là est en lien avec ce que le programme alimentaire mondial définit comme agriculture durable, en tenant compte des dimensions techniques, économiques et sociales. C'est pourquoi notre hypothèse, c'est que ce qu'on va appeler les compétences techniques et les compétences en agriculture durable, agriculture et alimentation durable doivent tenir compte aussi de ces trois dimensions-là de la compétence, à savoir le technique, l'économique et le social. Pour ce faire, tout le monde sait qu'on doit se référer à la taxonomie de Bloom par rapport à la théorisation. Et c'est pour ça que nous sommes appuyés sur un travail qui a été réalisé par Dragos Verrou en 2015 et auquel nous avons participé en tenant compte de ce qu'on appelle la dimension cognitive, la dimension sociale, la dimension technique. C'est-à-dire que la question de la compétence est moins, une fois encore, une question déterminante de l'agriculture qu'une question, n'est-ce pas, de comment les acteurs coopèrent entre eux. C'est pour cela que notre définition va vouloir prendre en compte, comme en termes d'agriculture durable, d'abord des investissements en agriculture verte, l'alimentation durable, troisièmement des communautés solidaires et des tests contraignants. Est-ce que cela est une réalité? Nous avons méthodologiquement investigué dans 3 territoires ruraux du sud de la Côte d'Ivoire en répondant à la question de recherche suivante: comment mobiliser les archétypes de compétences cognitives, techniques, technologiques et sociaux pour parvenir, n'est-ce pas, à un véritable concept de la compétence en développement durable. Les entretiens approfondis ont été faits après une observation de façon directe, une observation directe de ces territoires-là. Nous avons donc interrogé les gestionnaires de proximité ainsi que des figures qui se sont dégagées du point de vue en ce qui concerne les opérateurs économiques. Les résultats que nous avons aboutis sont au nombre de 3. On trouve les trois types de compétences sur les 3 terrains sur lesquels nous avons investigué. Le modèle traditionnel qui est celui du technicien, qui a un minimum de contact avec les autres acteurs, mais celui-ci est compensé, voyez-vous, donc il y a une dynamique politique là, parce que ces incompétences sont, n'est-ce pas, compensées par les autres acteurs. Par exemple, celui qui détient ce qu'on appelle la compétence de l'organisateur, se fait le commercial. Et donc, il dit, par exemple, il nous faut une coopérative. Vous savez, il y a la dynamique, il y a la quête de la dynamique relationnelle avec les autres. Et il y a une autre compétence encore qui est développée, c'est celle de l'opérateur économique qui veut que, n'est-ce pas, l'ancrage, local, n'est-ce pas, soit pris en compte. Toutes ces questions nous ont permis de voir que il est possible, n'est-ce pas, de parvenir à une véritable réalisation de ce qu'on appelle compétence n'est-ce pas, en agriculture durable et en
n'est-ce pas, en alimentation durable. Aux décideurs publics, donc, et aux responsables communautaires, de savoir mobiliser les acteurs locaux sur la base de leurs compétences en agriculture et en alimentation durable. Alors, nous vous remercions. Mesdames et messieurs, bienvenue à la présentation de l'équipe de l'Université José Kizerbo à ce présent colloque dont le thème est l'agriculture durable, des défis et des solutions innovantes pour une voie d'avenir. La présente communication porte sur quelle diplomatie le Burkina Faso doit entreprendre pour sauver son agriculture dans le contexte du changement climatique à l'horizon 2050, une étude de cas à partir du mil et du riz. Cette communication est articulée autour des points suivants. On aura une introduction, suivie des objectifs de l'étude et du matériel et méthodes utilisés, et on aura des résultats et la conclusion et la discussion et une conclusion assortie de recommandations. Mesdames et messieurs, en guise d'introduction, nous pouvons dire ceci, que les 26 et 27 juin 2014, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une déclaration à Malabo sur la croissance accélérée de l'agriculture et une transformation pour une prospérité partagée et des moyens d'existence améliorés. En disant ceci, il faut à l'horizon 2025 éradiquer la faim et réduire de moitié de la pauvreté sur le continent africain. Mais juste après ces déclarations, la situation aujourd'hui climatique s'est amplifiée à plusieurs niveaux. Et donc, la situation actuelle, à travers les études, révèle un réchauffement climatique mondial qui s'est accéléré au cours des 10 dernières années, donc avec une augmentation de la température de l'ordre de 1,5 degrés Celsius. Et pour le cas de Burkina, on a une perte importante des produits forestiers non ligneux avec un processus de dégradation des terres arables aujourd'hui qui est lié à l'impact du changement climatique, autres facteurs, donc où on assiste à une perte d'environ 470 000 hectares que par an. Au-delà de la projection future du climat, donc prédit si rien n'est fait à l'horizon 2100, on pourrait être amené à des augmentations beaucoup plus importantes de l'ordre de 1,1 à 6,4 degrés selon certains rapports du groupe des experts. Donc, et les modèles climatiques implémentés au Burkina Faso ont prédit des augmentations locales de température dans certaines régions qui pouvaient aller de 1,5 à 2,0 degrés et avait une baisse considérable de les quantités d'eau tombées, donc qui pouvaient se réduire de 100 à 200 mm d'eau. Et l'impact de ce changement climatique affectera sans doute l'agriculture et notamment du point de vue des essais cultivés où on pourra assister à une réduction drastique, voilà, de la base génétique si rien n'est fait d'ici 2055 selon certains auteurs au regard de ces catastrophes naturelles qui sévissent tous les jours. Donc, la politique actuelle du pays est de restaurer environ 5 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, donc ce qui lui permettra d'assurer de façon importante, voilà, sa sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers des cultures prioritaires comme le mil, le riz et le sorgho. Mesdames et messieurs, la problématique de cette étude s'est posée de la manière suivante. Est-ce que le changement climatique pourra-t-il entraîner l'adoption de nouvelles ressources phytogénétiques du mil et du riz au Burkina Faso? Et les questions de recherche, c'est quels sont les futurs climats adaptés à la culture du mil et du riz à l'horizon 2050 pour le Burkina Faso?
et quelles sont les banques de gènes abritant ces ressources phytogénétiques potentielles pour le pays. Donc, en termes d'objectif général, il s'agit pour nous d'étudier l'évolution du changement climatique sur les cultures du mil et du riz, et en termes d'objectifs spécifiques, c'est d'identifier les futures zones climatiques adaptées à la culture du mil et du riz et identifier les ressources phytogénétiques disponibles dans les sites similaires à ceux de Burkina à l'horizon 2050. Mesdames et messieurs, quels sont le matériel et les méthodes que nous avons utilisés? Deux sites ont été concernés deux sites ont été pris comme des sites de référence. Il s'agit pour le cas du mil, donc une région de Burkina, donc prioritaire pour la culture du mil, donc je se situe beaucoup plus au nord frontalier avec une zone frontalière avec le Mali et le Niger, donc qui reçoit des précipitations de l'ordre de 500 à 600 mm d'eau, et une zone qui est beaucoup plus située au sud du pays, donc frontalière avec le Bénin et le Togo, donc qui est une zone prioritaire pour la culture du riz, donc qui reçoit environ 800 à 1000 mm d'eau par an. Donc, le modèle utilisé a été le modèle Bioclim, donc qui a été implémenté dans le logiciel DivaJS, donc dans lequel nous avons évalué les différents paramètres environnementaux qui comprenaient la sécheresse, les inondations, la variabilité des températures et des précipitations et la durée des campagnes, donc pour ces deux principales cultures, donc à savoir le mil et le riz. Mesdames et messieurs, quels résultats avons-nous obtenus? Nous avons trouvé que les sites analogues pour le mil à l'horizon 2050 se situeront beaucoup plus dans les trois ceintures sahéliennes d'ouest à l'est et le long d'autres zones désertiques situées beaucoup plus dans le sud de l'Afrique, d'une part, et d'autre part dans la zone en Asie, donc à savoir les zones chaudes et chaudes de l'ouest de l'Inde et les zones tempérées chaudes de la Chine orientale, d'autre part. Pour ce qui concerne le riz, les sites analogues pour le riz à l'horizon 2050 que se situeront beaucoup plus en Afrique centrale et australe, et dans la zone asiatique, ça serait notamment le sous-continent indien et la Chine orientale. En ce qui concerne pour les ressources phytogénétiques du riz qui ont été identifiées dans les banques de gènes, et les sites analogues à ceux de Burkina à l'horizon 2050 se situeront seront beaucoup plus au Nigeria, au Tchad, en RDC, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Tanzanie, en Ouganda, au Cameroun et au Sénégal, mais également aussi ça pourrait provenir de la Russie, de la Chine, de la Thaïlande, de la Corée et de l'Australie. Quelles conclusions pouvons-nous retenir de cette étude? Donc, ce présent travail révèle à la fin que malgré le changement climatique, le Burkina Faso, à l'image de certains pays, pourrait être résilient au regard de la dynamique de l'évolution de son climat, mais également le pays peut être également un fournisseur de ressources phytogénétiques pour d'autres pays dans le cas du changement climatique, et parallèlement, il a amené aussi à recevoir des ressources phytogénétiques, à travers d'autres pays, et pour élargir sa base génétique. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre présentation, et en guide de recommandation, il est important pour le pays, d'inscrire la procession collecte de ces ressources phytogénétiques donc comme un intérêt national et aussi d'une souveraineté, mais également aussi asseoir une diplomatie d'accès aux ressources phytogénétiques potentielles dans le futur. Donc, nous ne saurons terminer sans remercier notre partenaire et bailleur dans le cadre de cette étude, à savoir Research Program on
climatien, agriculture et infosécurité qui n'a ménagé aucun effort pour financer ces travaux. Donc, nous sommes, mesdames et messieurs, au terme de notre présentation et nous nous soumettons à vos critiques et observations pour l'amélioration du contenu de l'étude. Merci bien. Très chers participants, bonjour. Je suis Dismas Nyonizigiye, doctorant à l'Université catholique du Congo. Je suis dans la société burundaise, membre et leader du réseau UNICE. À l'occasion de son 90e congrès de la SFAS, je prends la parole pour vous présenter ma communication qui a été organisée à l'occasion du colloque dédié à l'agriculture. Avant tout, je passe mes remerciements à Logique qui a soutenu ma participation dans ce colloque. Alors, le titre de ma communication est ainsi: l'agriculture dans la région de l'Afrique des Grands Lacs. Quelle est voie vers la durabilité? D'abord, quand je parle de Grands Lacs, des pays des Grands Lacs, bien entendu, il faut comprendre la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Ce sont les trois pays qui constituent la région des pays des Grands Lacs africains. Voilà. Ma communication aura 4 points. Le premier, je vais vous parler en préambule. Deuxièmement, je vais vous parler des défis. Troisièmement, je vais vous parler des perspectives. Et enfin, je vais vous parler de quoi? Des résultats. Alors, en préambule. Selon les rapports de la FAO, FAO, bien entendu, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'élevage. Le rapport de 2004, l'agriculture est l'un des causes les plus aiguës du changement climatique. Cela étant, c'est un défi majeur. C'est un défi majeur car l'agriculture fait partie de la source incontournable de notre survie. Vous comprenez, on ne peut pas vivre sans manger. On ne peut pas vivre sans agriculture. L'économie ne peut pas monter, la politique non plus, le social non plus. Ainsi, l'idéal est de faire une agriculture très durable. Toutefois, dans leur politique gouvernementale, c'est-à-dire quoi, la politique gouvernementale du Congo, du Burundi, du Rwanda, ils ont mis devant l'agriculture comme un des domaines pilotes, c'est-à-dire quoi, un des domaines majeurs pour stabiliser le système immunitaire et ainsi combattre la faim, combattre la pauvreté, stabiliser quand même quoi, le niveau de vie de leur pays. Mais au-delà de tous ces efforts, au-delà de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent, on se rend compte qu'il y a plusieurs défis à relever. Primo, c'est-à-dire quoi? Les premiers défis. Plus de 80% des agriculteurs dans tous ces pays ne sont pas accompagnés pour une connaissance technique d'une agriculture résiliente. C'est-à-dire quoi? Une agriculture qui leur permet de cultiver aujourd'hui, qui leur permet de vivre et revivre aussi leur génération. C'est-à-dire quoi? Ils cultivent la terre et en la cultivant, la terre restera avec les capacités de faire nourrir plutôt les nouvelles générations. Ils ne sont pas accompagnés. Et vous vous rendrez compte que ceux qui cultivent sont presque des pauvres. Les gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont presque pas étudié. Alors là, l'agriculture durable est très difficile parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ça, c'est vraiment un défi. Or, cette agriculture exige des renforcements des capacités pour s'approprier des techniques, des principes et des normes écologiques. Et par là, ainsi, susceptible de garantir la satisfaction sociale, économique de la population. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, l'agriculture durable, qui devrait être industrielle normalement, nécessite de lourds capitaux. Des lourds capitaux qui font encore le défi aux agriculteurs de la région. On se rend compte que pour faire l'agriculture industrielle, il faut vraiment des lourds capitaux. Il faut des investissements, il faut les machines, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Or, dans ces pays que je vous dis, vous vous rendrez compte que les agriculteurs utilisent encore les houes. C'est-à-dire quoi? Les anciens modèles, les anciens matériels. Alors, ils n'ont pas des financements. Et ça, nous devrons agir sur cela. Nous devrons agir sur cela. Pour agir, je propose 4 perspectives. 1. Nous devrons avoir une nécessité. Il y a une nécessité d'une réforme
du secteur de l'agriculture. On doit réformer le secteur de l'agriculture pour le mettre devant. Comme il est devant, nous devrons aussi y investir. Il y a le renforcement des capacités des agriculteurs. C'est-à-dire quoi? On doit renforcer, on doit le former, on doit recycler toutes les personnes qui cultivent pour qu'ils adoptent les nouveaux mécanismes et les nouvelles stratégies pour cultiver. Et puis on doit sensibiliser les opérateurs financiers, c'est-à-dire quoi? Les banques ou les autres entrepreneurs pour s'investir dans l'agriculture. On se rend compte que ceux qui font de l'agriculture, ce sont les gens qui presque n'ont rien à faire. Or, ils devraient y être. Comme ça, nous serons en train de mobiliser des financements dans le secteur de l'agriculture. Alors, quels sont les résultats que nous allons avoir? Les résultats dans ce secteur, c'est que l'agriculture sera efficace, autosuffisante et économique. Merci pour me prêter attention. J'ai dit et je vous remercie.